Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Mais on part tout de suite pour l'actu. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et disparue. Depuis lundi, la jeune Victoria Godot a finalement été retrouvée saine et sauve cet après-midi. Une bonne nouvelle et un soulagement pour sa famille. Et notez effectivement qu'un avis de recherche court toujours pour Marie Blandine Blaise qui n'a pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Elle est âgée de 15 ans et a été aperçue effectivement pour la dernière fois au domicile de sa mère à Mornewell-Saint-Claude qu'elle a quitté et qu'elle n'a pas retrouvé depuis. Et on enchaîne avec cette visite du président de région dans le Nord Grande-Terre. Pour Harry Chalus, le développement de cette zone est essentiel pour le devenir de l'archipel. La collectivité soutient donc des projets d'aménagement comme celui du port de Bas-du-Bourg à Petit-Canal ou encore celui de la plage du Souffleur à Port-Louis. Le reste en images. Nous avons déjà fait un premier point avec le maire de Petit-Canal sur notre première visite dans le cadre de la région à domicile, où il a été très satisfait, et nous aussi, de la consommation des budgets que nous avons mis en place. Aujourd'hui, deuxième mandature, il a encore de nouveaux projets pour Petit Canal, la marina, Duval, les routes, la place que nous avons inaugurée ce matin, et d'autres grands projets, notamment pour les écoles, pour la culture, pour la prison, et surtout cette marina qui avoisine les 14 millions que nous allons accompagner. Donc il fallait venir effectivement lui signifier notre, notre participation financière, que ce soit les fonds régionaux et les fonds européens. Donc je suis vraiment très satisfait de ça, de voir que cette commune de Petit Canal a de beaux projets. Et je pense que dans le cadre de notre équilibre du territoire, c'est en passant par des communes comme Petit Canal, il y a Mornalo aussi, que nous allons pouvoir développer le Nord Grande-Terre. Je dis que c'est vraiment le Nord Grande-Terre, c'est l'avenir dans les 10 ans pour la Guadeloupe. Nous sommes satisfaits parce que nous aurons un accompagnement direct de la région. Nous sommes satisfaits aussi parce que nous allons avoir un accompagnement des techniciens de la région pour nous permettre d'aller émarger sur d'autres fonds qui existent. Je dirais l'ingénierie est toujours nécessaire et pour pouvoir aller encore plus loin, et on sait qu'on pourra compter sur la région. Et puis la satisfaction aussi de se dire que nous allons pouvoir démarrer des projets qui attendaient le complément de financement pour être exécutés. Donc la commune continue à être en chantier pour améliorer le quotidien des Canaliens, et je dirais même dans une ouverture globale avec la zone de Vermont dont nous avons discuté, qui est une zone économique et commerciale qui va être créée et portée avec la communauté d'agglomération. C'est toute la région du Nord Grande-Terre et de la communauté qui sera bénéficiaire de tout cela. Pour lui a déjà commencé, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que en tant que patriote guadeloupéen et responsable, il fallait régler la problématique des finances publiques. Nous étions sous contrôle de la Chambre régionale des comptes, nous ne le sommes plus. Aujourd'hui, pour lui, il dispose des moyens de sa politique. Et nous continuerons à avancer avec les moyens financiers qui nous permettront de le faire. Et aussi l'appui, aussi bien de la région, du département, que de la communauté d'Aglo. Un reportage d'Olivier Félix. Il retourne maintenant sur la conférence de presse de Guadeloupe-Port-Caraïbes qui dresse le bilan 2022 et les perspectives 2023 avec la reprise de l'activité croisière et un trafic de passagers en hausse de 45%. Le port maritime se porte bien. De nombreux investissements sont en cours pour développer l'activité et accueillir de plus grands bateaux. Pour ce qui est du fret, le directoire entend renforcer la performance des portiques, rallonger des quais et augmenter la capacité de stockage des conteneurs. D'autres projets comme l'aménagement de la Darse ou la couverture photovoltaïque de la gare maritime de Bergevin sont aussi en cours. On fait le point. Cette conférence de presse, elle est importante parce qu'il faut connaître l'activité du Grand Port Maritime. Elle se déroule chaque année.
C'est vrai que nous sommes en retard, mais il était important de la faire pour montrer que le grand port maritime se porte bien. C'est un établissement public qui, sur le plan de sa situation financière, a une gestion saine. Et aujourd'hui, on est en train de basculer entre un établissement qui réalisait en moyenne 13 millions d'investissements par an. Nous allons passer à plus de 50 millions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le grand port va être complètement transformé. Nous allons devenir ce grand port de transbordement, puisque nous avons ce projet de hub avec la Martinique. Nous avons doublé la capacité des navires qui vont être accueillis à Pointe-à-Pitre, qui vont permettre de desservir toute la Caraïbe. Le port de la Guadeloupe va être le port d'entrée de l'Europe pour desservir l'Amérique du Sud. On a beaucoup de perspectives autour de la transition énergétique, la transition écologique. Nous devrons adapter nos installations à ces grands enjeux, et notamment autour du transport maritime qui évolue de manière très forte. Nos installations seront reprises pour accueillir des navires de plus grande taille, avec une largeur plus importante, et donc des schémas d'organisation qui seront différents. Donc, demain, c'est plus de centaines d'emplois qui sont attendus. Mais au-delà de ça, nous avons souhaité, il y a eu un conseil de surveillance exceptionnel le 5 avril, de dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire le hub parce que nous y sommes tenus, mais il faut regarder plus globalement. Et à ce titre, nous avons autorisé le président du directoire à travailler sur un projet que nous estimons à 460 millions parce que ça tient en compte le hub, mais aussi le fait qu'il faut revoir tout ce qui concerne la réparation navale. Il faut accueillir dans de bonnes conditions les navires qui font le vrac, mais aussi la gare maritime, la gare de Bergevin pour le transport des passagers avec les îles de Marie-Galante. Alors effectivement, sur la partie conteneur, on travaille avec nos amis de la Martinique sur un hub Antilles qui placera ces deux ports dans des niveaux de qualité extrêmement bons au sein de la Caraïbe. Nous sommes sur un projet très structurant qui dépasse, je dirais, l'activité portuaire en elle-même. C'est une chance pour les emplois puisque nous allons augmenter considérablement le nombre de poids sur le port, mais aussi de nouveaux métiers. Et au-delà de ça, ça peut permettre de développer de nouvelles activités, de nouvelles filières, parce qu'il y a des entreprises avec ces nouvelles routes maritimes pourraient être intéressées à s'implanter en Guadeloupe. Et pour certaines qui sont déjà, notamment je pense à une qui est à Jarry, elle pourra se développer, notamment lorsqu'il s'agit de traiter et de recycler les déchets, par exemple. Et notez cette brève, à compter du 1er janvier 2024, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Les amendes, elles, sont bien évidemment maintenues. Une décision du président Emmanuel Macron qui est pleine de bon sens, mais passe effectivement pour une tentative grossière d'acheter la paix sociale, vu qu'effectivement c'est très tendu en ce moment. Et dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers de Mortenol, Louisy-Mathieu et Bergevin à Pointe-à-Pitre, la municipalité signe une convention avec la Société immobilière de Guadeloupe. L'objectif, réaliser les travaux en concertation avec les résidents. Regardez. La ville a lancé un appel à projet. Cet appel a été conclu par un accord avec la SIG et depuis près d'un an, plus d'un an même, nous négocions pour que nous puissions conclure une convention de partenariat qui va présider à la vente qu'a décidé le conseil municipal dans un conseil municipal de décembre 2022. Donc aujourd'hui, la SIG et la ville se sont engagés à mener une concertation avec les résidents des ensembles immobiliers Mortenol, Louisy-Mathieu et Bergevin. En gros, ce qu'on vient de signer là aujourd'hui, c'est un engagement collectif de travailler ensemble à la concertation et à l'information des habitants des quartiers pour leur expliquer ce qui va se passer, quand ça va se passer, comment ça va se passer. Parce que quand on est sur un projet comme ça, où on va travailler sur Mortenol, Bergevin et Louisy-Mathieu, en fait, on a des logements, des bâtiments qui vont être démolis, des bâtiments qui vont être reconstruits, on va avoir des relogements à réaliser, on va avoir des aménagements à faire, que ce soit des aménagements de type paysager, des aménagements de voirie. Donc il va se passer plein de choses dans ces quartiers. Et si on veut que ça se passe bien et que ça se passe en bonne intelligence, il faut que les habitants soient partie prenante, il faut que les habitants sachent ce qui se passe, il faut que les habitants y voient au chapitre, il faut qu'on puisse les questionner sur ne serait-ce que les services de proximité, des choses comme ça. C'est-à-dire que créer des endroits sans travailler avec les habitants qui vont y vivre,
c'est prendre le risque d'un échec majeur. Donc on va essayer de faire tout le contraire de ça avec la commune et avec les équipes de la SIG pour faire en sorte que les habitants y voient au chapitre. Aujourd'hui, c'est le cadre, les valeurs qui doivent présider à ce partenariat que nous avons conclu. Je salue le déplacement de la présidente de CDC Habitat, qui est l'actionnaire principal de la SIG. C'est dire comment ce projet est important pour la SIG et important aussi pour nous et pour l'État, puisqu'il va y avoir la participation de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour la partie de Bergevin qui s'inscrit dans le futur projet de rénovation urbaine qui est mené avec et par Cap Excellence. Aujourd'hui, la signature de cette convention, en fait, c'est le point de départ de ce projet, en ce sens que nous allons racheter ce patrimoine à la ville de Pointe-à-Pitre, et puis nous allons porter maintenant un projet très ambitieux de renouvellement urbain, c'est-à-dire il va y avoir des constructions nouvelles. Puis il y a aussi une volonté de la ville d'amener de la mixité dans ces quartiers, la mixité sociale, donc des produits aussi qui peuvent être différents. Aujourd'hui, ce sont essentiellement du logement locatif social. Donc demain, il y aura du logement locatif social, mais il peut y avoir aussi des logements pour les personnes âgées et puis aussi des logements qu'on appelle nous intermédiaires, mais pour des niveaux de revenus un petit peu différents. Voilà, c'est comme ça qu'on se projette dans ce grand projet. Et on se rend aux Abîmes pour la remise d'attestation de compétences aux personnes porteuses de handicap. Un diplôme qui valorise enfin leur expérience professionnelle. Regardez. Le collectif des établissements et services d'aide par le travail de Guadeloupe vous souhaite la bienvenue. Il s'agit d'une manifestation tout simplement qui vise à valoriser les compétences des personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent dans les ESAT, dans les EA et d'autres établissements de ce type. Donc il s'agit essentiellement de leur remettre un diplôme qui vient sanctionner, on va dire, la validation de leurs compétences. Nous accompagnons des salariés, des travailleurs, depuis déjà un certain nombre d'années, sans pour autant qu'il y ait eu une sanction par rapport à leurs compétences. Et donc cette attestation permet de reconnaître leur savoir-faire dans les différents métiers que nous allons, primer ce matin. Pour nous, c'est un public très très important que nous n'avons pas souvent dans nos références, mais pour lequel on pense qu'une reconnaissance des acquis est vraiment importante parce que c'est un strapontin pour leur permettre effectivement une insertion beaucoup plus aisée. Comme on dit chez nous en créole, tout le monde c'est monde. Ce sont des gens qui sont différents parce qu'ils sont en situation de handicap, mais ça n'empêche pas qu'ils ont ce qu'on appelle de la capacité. Donc ils sont tout à fait comme les autres en capacité d'exercer des activités et donc d'avoir des compétences. Et il est important de reconnaître ces compétences-là afin de leur permettre effectivement d'évoluer dans ce qu'ils font, tout simplement. J'ai un CAP de cuisine et là j'ai passé le diplôme de pâtisserie et puis par la suite on verra après. Pour moi ça se passe bien, je suis à l'aise, je suis dans mon milieu, donc voilà. Particulièrement heureux en tant que parrain de cette promotion en plus qu'on appelle Zevapic. Donc je suis particulièrement heureux de participer justement à cette remise d'attestation pour la reconnaissance en fait des compétences de ces personnes qu'on croit en fait handicapés. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est les circonstances de la vie qui les ont rendus comme ça. Mais ils sont capables de faire ce que font des personnes valides et pour moi c'est une excellente chose et je suis très heureux d'être parrain. Et on ouvre le volet sport avec un petit focus sur Ashkenaz Pinault, champion de France d'haltérophilie en moins de 73 kilos. Issu du CrossFit, il s'est essayé à la discipline pour améliorer ses performances. Et c'est un pari gagné puisqu'il monte effectivement sur la première marche du podium au niveau national. Regardez. Bonjour, je m'appelle Ashkenaz Pinault et je suis champion de France Master catégorie 73 kilos en haltérophilie. Ce titre-là, c'était l'objectif de l'année. Je partais pour ça et les conditions étaient réunies cette année pour pouvoir y arriver. C'est une nouveauté. C'est la première fois, donc on va dire un sentiment de bonheur et c'est bien de pouvoir
pouvoir se dire qu'on l'a fait. L'objectif cette année, c'était de pouvoir décrocher le titre de champion de France, qui m'avait échappé il y a 2 ans et qui aussi l'an dernier où j'avais pas pu participer pour certains petits soucis. Et cette année, préparation depuis janvier pour pouvoir aller et prendre le titre. Malheureusement, cette année, mon entraîneur Jean-Claude Collineau n'a pas pu être là avec moi. Donc j'ai eu quand même la chance de tomber à la base totalement par hasard sur une amie qui, elle, était là avec son coach. Donc grâce à eux, ils m'ont bien suivi et ils ont su faire le taf plus, on va dire, plus qu'il fallait. L'haltéro, à la base, c'est pas vraiment une passion de début. C'était d'abord le crossfit, mais ensuite on veut s'améliorer, donc on se rapproche des bonnes personnes. Et en se rapprochant des bonnes personnes, on finit par aimer la pratique. Et maintenant, c'est une des pratiques que je ne laisserai pas. Contre les maladies respiratoires. Eh bien, très bien. Et justement, nous recevons sur le plateau ce soir le professeur Chantal Raérisson. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le docteur Jacques Gottin, qui est coordinateur donc du Parcours du Souffle 2023. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Luce. Donc, vous organisez le 30 avril prochain ce fameux Parcours du Souffle 2023 à l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme. Pourquoi ? Question toute bête. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a actuellement 300 millions de personnes dans le monde qui ont de l'asthme, qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent asthmatiques en raison des changements climatiques, et qu'en Guadeloupe, dans notre département, nous sommes un des départements où il y a de plus de personnes qui sont hospitalisées pour crise d'asthme. Qu'est-ce qui explique cela ? Alors, plusieurs éléments. Tout d'abord, probablement des conditions un peu environnementales, mais depuis un certain nombre d'années, entre les brumes de sable, les pollens, la pollution. Donc on a de plus en plus de personnes que l'on voit en consultation, qui ne savent pas forcément qu'ils sont asthmatiques, qui ont des quintes de toux, qui sont essoufflés. Donc il y a un retard au diagnostic. Et puis des personnes qui sont diagnostiquées, mais qui n'ont jamais eu de mesure du souffle. On prend la tension artérielle, on mesure la glycémie quand on est diabétique, mais mesurer le souffle, est-ce qu'on vous a déjà mesuré le souffle, monsieur Luce ? Non, jamais. Eh bien voilà, vous voyez. Donc le souffle, ça se mesure, ça fait partie du bilan de santé. Et à l'occasion de cette journée, on va faire des ateliers pour mesurer le souffle des participants. Mais pourquoi effectivement on entend beaucoup de dépistage par rapport au diabète, tout ça ? Pourquoi pas sur le souffle ? Alors que respirer, c'est quand même vital. Tout à fait. Respirer, c'est vital. On en a pris conscience quand on a eu la pandémie Covid. Mais ça nous paraît important de sensibiliser le grand public à l'examen du souffle et puis également à l'activité physique qui fait partie de la prise en charge du traitement de bon nombre de maladies respiratoires, mais également de l'asthme. Donc une journée sportive pour ce dimanche ? Sportive, mais j'aimerais rappeler que ce n'est pas une compétition. C'est plus une promenade de santé en famille qui sera gérée par les professionnels de la marche en amont et en aval. Donc il ne s'agit pas de venir s'exprimer en tant que sportif, mais bien de participer à, je dirais, à une manifestation de détente. Mais une détente, mais quand même sur une marche de 7,3 km. Oui, mais bon, une promenade de santé. De manière encadrée, je dirais, puisqu'il y aura un staff médical très important, avec une douzaine de médecins qui vont marcher, qui seront dans le cortège, avec des trousses d'urgence en cas d'alerte. Donc, de manière, encadrée, encadrée et sécurisée, parce qu'il y aura la Croix-Rouge. Il y aura le SDIS sera en alerte en cas de pépin, en cas d'évacuation nécessaire. Tout est prévu. Donc tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Tout est prêt, effectivement. Ouvert à tous. Tout est prêt. Les gens n'ont pas d'inquiétude à avoir. Ils seront bien encadrés, autant sanitaire, médicalement, parce qu'il y aura des ambulances, il y aura une voiture balai, donc un minibus qui sera à la disposition des gens qui décident de
de ne pas tout faire. Certains peuvent abandonner. C'est pas une compétition, donc on peut mettre un terme au parcours. Voilà. Il n'y a pas de ça. Et il faut rajouter qu'on va avoir aussi une conférence débat en fin de matinée où on va répondre à toutes les questions que peuvent se poser les participants concernant l'asthme. Donc c'est vraiment pas du tout une présentation descendante, mais on est là pour échanger avec le grand public et répondre à toutes leurs questions. Et est-ce que vous aurez des réponses sur les solutions à l'asthme ? Oui, tout à fait. On a des solutions. Il y a d'abord le diagnostic, il y a des traitements efficaces, mais les personnes ne savent pas toujours à quoi servent les traitements, quand est-ce qu'il faut les prendre, quelles sont les mesures de prévention, comment on fait un bilan allergologique. Donc toutes ces questions et toutes les autres, on sera là pour y répondre. La marche, le départ, ce sera donc sur le parking de l'espace thermoludique de Ravenshoed. Tout à fait. Et vous allez dans la forêt alors ? Oui. On a un parcours qui est bien établi et puis on en profite également pour remercier la commune du Lamentin et puis l'espace de Ravenshoed de nous avoir accueillis et puis tous les participants et les bénévoles qui vont permettre la réalisation de cette journée. Alors, effectuer des activités sportives en forêt, ou bien en montagne, ou bien en bord de mer, oui. Mais que pensez-vous des activités qui sont réalisées au bord des routes ? Alors, ça, c'est quand même c'est un problème parce qu'il y a déjà eu des études qui ont montré que quand on marche au bord des routes, on est quand même exposé aux particules fines. Et donc, ça peut entraîner une augmentation de la toux, une augmentation des crises d'asthme. Alors, les études ont quand même montré qu'il restait quand même un bénéfice à l'activité physique qui était supérieur à l'exposition à la pollution, mais il faut quand même prendre des précautions. Si on est asthmatique, il faut faire son traitement avant, et puis il faut éviter de faire des efforts trop intenses. Bon, pour bénéficier de tous ces conseils, il faut se rendre effectivement donc ce dimanche 30 avril à partir de 6h30. Tout à fait. Le départ sera à quelle heure ? 7h30. Oui, voilà. Donc c'est l'occasion de dire que le public aura la chance d'avoir un panel de médecins, de spécialistes à sa disposition et ce sera l'occasion de poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser, n'est-ce pas, sur la problématique. Exactement. Donc effectivement, on rappelle, le rendez-vous, ce sera donc le 30 avril prochain. Départ à 7h30, mais vous pouvez arriver un petit peu en avant. Petit déjeuner, pas petit déjeuner ? Alors, il faut venir quand même il faut que les gens avec l'estomac tapissé. Tout à fait. Absolument. Avec du sucre rapide, des fruits secs, de l'eau. Il faut des chaussures de marche, un chapeau, puisque quand même... à 7 km 3, oui, il fait chaud. Donc, il faut que les gens se mettent en condition. Et on n'oublie pas son traitement. Si on est asthmatique, on emmène son traitement sur soi, avec soi. Donc la ventoline ? Tout à fait, exactement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau nous présenter donc le parcours du souffle 2023 qui, je le rappelle, prendra son départ le dimanche 30 avril prochain à partir de 6h30. Ce sera sur le parking de l'espace thermoludique de Ravenshoed. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et on enchaîne maintenant avec la présentation du 72e Tour cycliste de Guadeloupe. Les équipes locales, dans la mesure où il y a eu la réforme des licences, on a des coureurs qui sont en catégorie élite, d'autres en Open 1, 2, 3. Et il y a des coureurs qui sont en Open 3 aujourd'hui, qui ne sont pas compétitifs, on les voit sur le Crédit Agricole. Il y en a d'autres qui vont monter. Je prends l'exemple, on a 2 jeunes du VCS qui sont juniors, Yuri Marguerite et Maël Romney, qui l'an dernier ne seraient pas éligibles parce qu'ils étaient juniors, mais ça a changé. On va les faire passer en Open 2. Donc ces jeunes-là seront éligibles au tour. Après, c'est leur directeur sportif de voir ou pas s'il les engage. Johan Ruffin, qui avait coupé, qui a pris une licence Open 3, à la fin du mois, va passer en Open 1 parce qu'il a des résultats, il prend des échappées. Et ça, c'est important. Je pense que c'est le niveau des coureurs pour une course internationale. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des coureurs qui, au bout de 10 km, se font lâcher à Blanchard. C'est pas bon pour l'image du Tour. Et les équipes qui ne pourront pas aligner 4 coureurs compétitifs, sachant que c'est 4 minimum, ne pourront pas participer, ça c'est clair. Parcours assez exigeant, comme l'année dernière, je l'ai dit. Ça va être le plus fort qui va gagner, le meilleur et la meilleure équipe surtout qui va pouvoir gérer son maillot jaune. Et puis avec les invités qu'on a, surtout le Rwanda, je pense que ce sera vraiment relevé. Ah oui, c'est vrai que la Vendée, ils sont très bons au niveau des bordures, comme vous le dites, Pascal. Après, bon, on saura gérer ça, on connaît notre Guadeloupe, on connaît nos parcours, et puis on sera aussi à notre avantage.
faut savoir partir avec des objectifs, même les plus hauts, pour pouvoir atteindre des objectifs et pourquoi pas être étonné de soi-même. Ce sera une course élite open. Donc nous, on s'arrête sur les équipes open 1 et 2 parce qu'on va pénaliser trop de clubs. Donc ce sera une course ouverte aux élites open. Je sais qu'au niveau international, voilà, parce que on est un côté amateur aussi, parce que les équipes sont amateurs. Donc pour ne pas pénaliser certains clubs, donc il y a des coureurs qui vont pouvoir prendre le départ à la limite, mais qui vont finir le tour. Donc c'est pour ça. Mais ce sera ouvert aux élites open 1 et 2. Mais sous notre réglementation, c'est une course élite open. Et on se rend à la Creole Beach maintenant, puisque pour le casting du Madness Crew, qui est à la recherche de ces nouveaux danseurs, danseuses, regardez. Ce soir, on est au casting donc, de ma troupe de danse, les Madness Crew Industrie. Et en fait, je caste les danseurs de la Guadeloupe pour pouvoir intégrer cette troupe de danse. Critères, la danse de base, la personnalité, l'attitude. Moi, Tiken est égal attitude, donc on regarde direct l'attitude. J'ai décidé de venir au Madness Crew parce que j'avais envie de danser, tout simplement. J'avais envie de partager l'expérience d'un groupe avec d'autres personnes parce que ça fait trop longtemps que... Enfin, j'estime que ça fait trop longtemps que je n'ai pas dansé, ni même fait de scène ou partagé avec d'autres personnes pour que ça soit dans des projets chorégraphiques, artistiques ou encore des scènes, ce genre de choses. Pourquoi la danse ? Et pas autre chose, j'aurais dit que c'est parce que j'ai essayé pas mal de choses, que ce soit football, basket, escrime, natation, tout ça. Je me suis toujours investi à fond pour faire en sorte que je sois bon, mais la danse avait un plus, genre ça m'animait plus que le reste. Tout s'apprend, que ça soit le sport ou encore le domaine artistique, dessiner ça s'apprend, tout s'apprend. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous, mais prenez les bonnes bases, apprenez. Et même pour ceux qui sont plus expérimentés, on apprend tous les jours, même des plus petits. Donc n'hésitez pas. On a découvert de superbes talents, tous différents, tous super talentueux, super enjoués d'être là. Donc nous, c'est un plaisir. Il y a vraiment du talent en Guadeloupe et on est ravis de mettre en avant ces talents-là qui sont souvent cachés, qui attendent une opportunité comme celle-là. On essaie vraiment de faire de grandes choses. Ce soir, on est au Salaco, donc c'est incroyable. On est au Salaco. On a des partenaires fantastiques comme la Biblac. Donc il y aura la Biblac Cruise très très bientôt. Les Madness Crew seront dessus. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel effectivement de deux informations importantes, à savoir que la jeune Victoria Godot a finalement été retrouvée saine et sauve cet après-midi. Et une autre annonce effectuée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi, qui a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2024, eh bien, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Les amendes, elles, par contre, sont maintenues. Une bonne soirée à vous, à l'écoute de nos programmes. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Map Phaéton, bonsoir à Marie-Lou, à Tinatan Joe, à Kitoun Cyprien, à Juge Red Ladies, bonsoir à Ghislaine Calif, bonsoir à Marie Ruti, la grande gueule, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Valérie Novembre, ainsi qu'à Marie-Christine Pietrus, à Yvonne Dacour, à Christabelle Valma, bonsoir à Vanessa Olivier, à Akoswa Africa, bonsoir à Pierre Ido, à Moins Nadine, bonsoir également à Dominique Landré, à Germaine Nem, bonsoir à Géna Gior, à Lauralie Gervelas, bonsoir à qui d'autre, à Marcelin Comment, bonsoir à Alain Larobe, bonsoir à
Oui, débat comme d'habitude. Bonsoir à Jean-François Velasquez, bonsoir à Patricia de Normandie et bonsoir à Odia Villeroy. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, mais vous aussi qui êtes derrière votre téléviseur. On se retrouve après la pub.